Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. On va parler de sécurité et de souveraineté alimentaire en essayant d'une part de distinguer l'un de l'autre et puis de s'intéresser à toutes les conditions de cette souveraineté alimentaire en France à la lumière des changements climatiques et des nécessaires adaptations. Alors pour en parler, je vais présenter les intervenants de ma droite à ma gauche. Bruno Sinotti, vous êtes le président de la section Milieux, Ressources et Risques de l'IGED. L'IGED, c'est le Conseil général de l'environnement et du développement durable. À côté de vous, Jean-Robert Pic, qui accompagne les auditeurs de cette conférence depuis ce matin. Vous êtes membre de l'Institut, président de la Société de géographie, et c'est votre œuvre de géographe qui sera intéressante aujourd'hui. Et puis à ma gauche, Étienne Verrier, vous êtes spécialiste de l'élevage, professeur en génétique animale à Paris-Tech. On peut retrouver en ligne votre CV complet, mais vous êtes aussi le président de la société d'ethnozootechnie, qui s'intéresse au patrimoine et au savoir en élevage et à la sauvegarde des races à petits effectifs et des filières locales, ce qui peut avoir son intérêt dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la première chose que je voudrais discuter avec vous, puisqu'on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, ce sont deux concepts qui sont peut-être voisins, mais qui ne se recouvrent pas du tout. J'aurais bien aimé, Monsieur Pitt, que vous nous expliquiez quelle est votre vision de ces deux concepts et comment vous les distinguez l'un de l'autre, comment vous les définissez. On partage le micro. Bon, la sécurité, c'est évident, il faut que tout le monde ait suffisamment à manger dans son assiette et des nourritures équilibrées, saines, qui soient bonnes pour la santé, mais aussi bonnes pour le moral, parce que pour moi, manger, c'est pas seulement des vitamines, des protéines, des glucides et des lipides, mais c'est aussi des choses qui font plaisir et qui correspondent à nos besoins culturels. Ça, on oublie un petit peu trop ces choses-là dans le discours actuel sur la diététique. Et donc la sécurité, ça veut dire qu'il faut favoriser par tous les moyens la production agricole, non seulement en qualité bien entendu, mais aussi en quantité. Et je trouve que le discours actuel est un peu trop frileux sur cette question-là, et que pour beaucoup la production, enfin l'agribusiness est catastrophique, l'amélioration des rendements ou des quantités produites est une mauvaise chose, donc je souhaiterais retourner au néolithique. Moi je dis, nous sommes 8 milliards à la surface de la Terre, il y en a 1 milliard qui ne mange vraiment pas à sa faim sur les 8. Lorsque j'étais étudiant, on était 3 milliards, il y en avait 1 milliard aussi qui ne mangeait pas à sa faim, au moins. Et donc la situation s'est beaucoup améliorée, en particulier en Chine et en Inde, il ne faut pas l'oublier. Et donc la sécurité alimentaire est en très grand progrès aujourd'hui dans le monde. Là où on crève de faim, ce sont les pays qui sont en guerre, civile ou internationale, menés par des dictatures et dans lesquels il y a le plus haut taux d'analphabétisme. Donc il y a un rapport évident entre la faim, ou la sous-alimentation, ou la malnutrition et l'ignorance. Alors, la souveraineté, c'est autre chose, c'est encore aussi un sujet sur lequel je trouve qu'il y a trop de discours à la mode et qui marche très bien chez les jeunes. On leur raconte ça. Il faudrait ne manger que local, ne manger que des produits de chez soi, ne rien importer. Exporter, ça ne sert à rien non plus. Donc il faudrait vivre en vase clos. Là encore, retour au néolithique. Je trouve qu'il y a une vision invraisemblable, compte tenu des techniques dont on dispose aujourd'hui, de production, de transport, compte tenu aussi de l'appétence que nous avons tous dans le monde entier pour des produits qui ne viennent pas de notre environnement immédiat. Donc il faut arrêter aussi d'avoir un discours trop punitif et malthusien sur cette question de la souveraineté. Cela dit, il ne faut pas laisser fermer des pans entiers de notre agriculture sous le prétexte que les mêmes produits se trouvent un peu moins chers de l'autre côté de la frontière ou ailleurs dans le monde, parce que je crois que ça n'est pas bon pour la diversité agricole du pays, pour l'économie du pays, et qu'il faut conserver cette diversité. Et puis je termine pour ne pas prendre trop de temps en disant que je suis pour la souveraineté gastronomique, mais qui est une petite partie du sujet, c'est-à-dire que quand je vais dans une région, pour le plaisir, faire du tourisme, j'aime bien manger les produits de la région, et que ça, je ne sais pas si on peut appeler ça de la souveraineté, en tout cas sur le plan économique, ça n'a pas beaucoup c'est une toute petite portion, mais conserver un certain nombre de productions locales et de recettes locales me paraît quelque chose
Merci Jean-Robert Pitt. Alors, si je résume, la souveraineté alimentaire, selon vous, c'est ni l'autarcie ni l'autonomie, ça inclut les échanges et c'est une notion qui est aussi économique que culturelle. Voilà. C'est un résumé qui me convient. Très bien dit. Monsieur Sinotti, je vous ai vu opiner, sourire et gaucher de la tête pendant cette définition. Alors, comment est-ce que vous définissez la sécurité alimentaire? Alors, je pense qu'il y a moins de débat sur ce concept-là, mais peut-être la souveraineté alimentaire. Alors, je ne parlerai pas forcément de souveraineté en ce qui concerne le gustatif, sur laquelle je partage l'avis du professeur Pitt quant à la qualité et l'importance d'une alimentation de qualité et répondant à des critères culturels qui sont des critères d'appartenance. Je me méfie quand même de cette notion de souveraineté et je ne comprends pas bien qu'on ait affublé le ministère de l'Agriculture de ce mot, parce que nous sommes quand même principalement dans une logique d'organisation mondiale du commerce. Et si chaque État se mettait à gérer sa souveraineté, ça voudrait dire mettre un terme, sinon de façon définitive et de façon totale, ça voudrait dire quand même réduire considérablement les échanges, et je n'ai pas compris que c'était l'objet. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'on veut mettre derrière cette notion de souveraineté. Avec un bémol, on a eu plusieurs fois des interventions depuis ce matin sur l'économie de l'alimentation en période de guerre. Il est évident que dans ces périodes de crise particulières, il est logique que les États veuillent éviter d'être trop dépendants d'États contre lesquels ils sont peut-être en conflit. Sur la sécurité, je voudrais quand même dire deux choses. D'abord, il s'agit de se poser la question de la sécurité pour qui? Est-ce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire pour les consommateurs, pour les commerçants ou pour les producteurs? Les points de vue ne sont pas du tout les mêmes, et ça nous a été dit aussi dans un des exposés depuis ce matin. Et puis d'autre part, on peut parler de souveraineté alimentaire en France, mais ce serait pas mal qu'on parle déjà de sécurité alimentaire, parce que je voudrais rappeler que l'INSEE, qui n'est pas un repère de contestataires a priori, estime actuellement qu'il y a entre 3,2 et 3,5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire dans notre pays. Sur une population de 66 millions d'habitants et quelques, je crois, ça fait quand même 5% de gens dont on ne peut pas dire qu'ils sont en situation de sécurité alimentaire, et je ne compte pas, et l'INSEE ne compte pas dans ces statistiques, les gens qui sont en situation de malbouffe parce qu'ils prennent l'habitude d'acheter, victimes qu'ils sont du marketing, des produits pas chers, mais dont la qualité pour leur propre santé et bien évidemment sur les aspects gustatifs laisse évidemment à désirer. Donc actuellement, il y a encore beaucoup à faire pour la sécurité alimentaire dans notre propre pays. Merci beaucoup. Alors, si on peut peut-être... alors, mais c'est très bien. Nous vous écoutons, Étienne Verrier. Je n'avais pas prévu de vous m'appeler. Non, je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas te donner de définition. En revanche, je veux quand même faire quelques commentaires à ce que j'ai entendu. Évoquer l'idée qu'il y ait des transitions agricoles à effectuer, que les systèmes de production qui ont vécu, enfin qui se sont développés depuis les 30 Glorieuses jusqu'à maintenant, il y a des limites. Promouvoir une certaine forme d'autonomie, je suis désolé de dire que c'est pas revenir au néolithique. Ensuite, par rapport à la sécurité alimentaire dans des pays développés comme les nôtres, le fait qu'il y ait 2-3 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, c'est un drame. Et c'est absolument pas un drame lié à une insuffisance de production dans nos pays. Il faut quand même attirer l'attention là-dessus. C'est une répartition inégale des richesses. Et on peut dire même qu'à l'échelle mondiale, on est quand même beaucoup sur ce thème de répartition inégale des richesses et d'accès aux ressources pour les problèmes alimentaires. Et enfin, je vais dire, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'à l'échelle du monde, on meurt plus d'obésité que de faim. Donc là encore, on est dans des systèmes quand même, enfin on commence à marcher sur la tête, où on a des régions du monde où on souffre d'obésité, de troubles, et qui de là, ce que vous appelez la malbouffe, et les effets de certains aliments ultra transformés, hyper riches, et qui touchent d'ailleurs à ces problèmes d'obésité, surtout des pays en développement, enfin émergents, où les gens ils se disent, ben voilà, moi je veux vivre comme un occidental et manger de la viande, et donc je mange des trucs de la malbouffe, et je deviens obèse. Et donc ça c'est... Voilà, faut prendre tout ça en compte aussi. Alors, ce sont des maladies alimentaires sociales, parce qu'on sait aussi qu'elles touchent les classes les moins favorisées des sociétés occidentales. Si vous voulez bien, moi je vous propose une définition de la souveraineté alimentaire. Ce serait le fait de choisir pour un pays ses dépendances. Pas se tourner vers une autonomie, mais savoir ce qu'on délègue à d'autres et ce qu'on produit soi-même pour son alimentation. Est-ce que cette définition vous convient? Plus ou moins.
C'est une question de curseur. Hein. On va dire que quand même, pour tous les produits, pour toutes les cultures, les élevages, enfin les produits qu'on peut faire sur notre territoire, le moins on peut être dépendant des importations, le mieux c'est. Hein, je souligne quand même qu'en matière de produits agricoles, en France, on est importateur. Et importateur, alors je ne saurais pas vous donner de chiffres, mais... C'est un poulet sur deux. Alors, pour tout ce qui est découpe et tout, c'est... Alors que dans les années 80, on était premier exportateur mondial. Que pour les fruits et légumes, on est importateur net. C'est quand même ahurissant. Et on va s'approvisionner vers des pays où l'agriculture est une des... L'Espagne, pour la nommer, allons-y, hein, où l'agriculture est une des plus polluantes et les plus antisociales d'Europe. Donc, je pense que choisir ces dépendances... Oui, c'est un terme qui peut convenir. Et puis on sait que pour le café, malgré le réchauffement climatique, on ne pourra pas produire de café en Europe. Donc là, on peut choisir cette dépendance. Avant longtemps, oui, bien sûr. Oui, moi je voudrais, non pas vous poser, mais nuancer un peu ce propos. Il y a un manque d'éducation du consommateur. Les produits espagnols, c'est parce qu'on a habitué les gens à manger des fraises à Noël. Il faut arrêter de manger des fraises à Noël. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Espagne fera autre chose que de faire ces cultures sous serre, polluantes, etc., et qui sont extrêmement coûteuses en énergie. Donc il faut éduquer le consommateur, et je trouve que manger, pas uniquement, mais en partie notable, des produits de saison est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, ça permet de varier l'alimentation plutôt que d'avoir toujours la même chose. Il y a plein de Français qui ne peuvent pas se passer de tomates. C'est absurde, il faut qu'ils apprennent à ne pas manger de tomates entre le mois de novembre et puis le mois de mai ou fin avril. Et puis voilà, et ils y trouveront beaucoup plus de plaisir. On le voit bien avec les asperges, on ne mange pas d'asperges au framboises en hiver. Quand les asperges arrivent, on est vraiment heureux. Hein. C'est comme les petits pois de Madame de Sévigné, tout le monde ne parle que d'asperges, c'est la folie. Ça, c'est formidable. Donc ça, il faut garder ces choses-là. Mais c'est une question d'éducation. Quant à essayer d'être le plus indépendant possible, je vois que sur certains marchés, un de ceux que je connais un peu, c'est le marché du vin, la mondialisation est extraordinaire en matière de vin. Parce que vous pouvez aujourd'hui boire des vins de partout dans le monde et donc avoir des émotions variées. Et c'est ça qui compte. Le vin, c'est une boisson, certes de santé, d'abord de santé, mais aussi de plaisir. Et de boire aujourd'hui un vin d'Italie, demain un vin d'Espagne, après-demain un vin du Chili, et exporter nos vins de France comme on le fait aussi, c'est formidable. Donc, à condition que chacun fasse l'effort de produire des vins ou n'importe quel autre produit qui ait une identité, des produits qui ressemblent à l'endroit d'où ils viennent et aux gens qui les produisent. Dans ce cas-là, la mondialisation ne peut être qu'heureuse et elle devient un vaste échange de compétences, de qualités, d'émotions variées. Il faut arrêter aussi, c'est ce qui malheureusement entraîne dans tous les manuels scolaires, de fustiger la mondialisation et de faire de ce qu'on appelle le terme mondialisme une sorte d'idéal économique et politique, qui pour moi est une absurdité à tous égards, et ne peut créer que les guerres dans le monde. Bruno Cimenti, bien pour vous? Si, juste pour dire que j'entends bien qu'il fallait favoriser la production agricole, ne serait-ce que parce qu'il y a un moment où on s'apercevra que transporter, ça coûte beaucoup d'énergie et que les prix de l'énergie ne vont pas aller à la baisse. C'est un euphémisme dans la vie, mais certainement pas par tous les moyens. Sinon, on tombe effectivement dans le modèle de certains de nos voisins. L'Espagne a déjà été citée, mais il y en a d'autres. On pourrait parler de Hollande, où il y a quelques troubles sociaux en ce moment, précisément à cause de choix qui ont été faits en matière de modèle de production de produits agricoles, et où d'un seul coup on s'aperçoit que c'est pas tenable. Et donc je pense que par tous les moyens est toujours aussi risqué que le quoi qu'il en coûte. On commence à avoir un débat un peu plus cadré. Je voudrais peut-être rappeler que la dépendance alimentaire, et celle qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, c'est pas seulement celle de la nourriture, c'est celle aussi des moyens de production. Il faut peut-être rappeler que la France est un pays qui est dépendant, par exemple pour ses engrais. Et ça pose la question de l'adaptation des moyens des systèmes de production, notamment animaux, mais on y reviendra tout à l'heure. Très bien, donc on commence à avoir un débat qui s'éclaire. La première chose que je voudrais voir avec vous, et peut-être c'est vous qui pouvez nous aider, Bruno Cimenti, c'est le changement des milieux. C'est votre spécialité, le changement de la ressource en eau, la gestion de la biodiversité. 2 combats parallèles pour l'agriculture. Est-ce que vous pouvez faire un petit état des lieux
des réorientations stratégiques qui s'imposent pour l'agriculture française face à ces questions. L'eau, la biodiversité, une agriculture plus sobre en intrants. Comment est-ce qu'on peut envisager une nouvelle donne? Je suis très peu légitime dans cette belle salle de l'Académie d'agriculture, parce qu'il y a quelques années, j'ai refusé de rentrer à l'Institut agronomique de Paris-Gagnon pour aller faire une obscure petite école forestière. Donc autant je connais bien la sylviculture, autant je connais très mal l'agronomie, donc je ne m'aventurerai pas du tout sur ce terrain. La section à laquelle j'appartiens, à l'Inspection générale de l'environnement, s'occupe effectivement de milieux, de ressources et de risques naturels. On laissera pour l'essentiel les risques naturels de côté dans ce débat de cet après-midi. Mais sur le risque naturel, on parle d'inondation, de tremblements de terre, ce genre de choses ou... Les tremblements de terre, c'est totalement naturel. Les inondations, il faut savoir si on s'est exposé volontairement au risque en construisant dans des zones inondables ou pas. Or, il se trouve que c'est le deuxième poste de l'indemnisation des compagnies d'assurance en France en matière de catastrophes naturelles, et que dans beaucoup de cas, il s'agit simplement du constat d'erreurs monstrueuses d'urbanisme qu'on a fait dans les dernières années. Une toute petite incise, tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, plus de 60% des maisons qui ont été totalement détruites ou très gravement endommagées sont des maisons qui dataient d'après 1960. Donc on a eu un urbanisme qui a cru intelligent de s'exposer à des risques qu'on croyait ne pas devoir se réunir. Je ferme la parenthèse. Vous m'avez posé deux questions sur, d'une part, la biodiversité, d'autre part, sur l'eau. Je vais prendre deux actualités. Première actualité, l'agriculture n'a pas comme vocation de préserver la biodiversité. En revanche, il y a deux choses à rappeler peut-être. Un, elle n'a pas non plus vocation à la faire disparaître au motif qu'il faudrait par tous les moyens augmenter la production. Et d'autre part, une partie de cette biodiversité, ça s'appelle les auxiliaires agricoles, et ce sont des éléments de la biodiversité qui sont absolument fondamentaux, si mes infos sont exactes. Or, ces dernières années, on a utilisé, pas toujours à bon escient, et c'est un délicat euphémisme là encore, des moyens de destruction qu'on qualifie de produits phytosanitaires et qui en réalité portent mieux leur nom de pesticides, et on a détruit des pans importants de la biodiversité qui commencent à nous manquer. Libération ces jours-ci, dans un article, le titre « Comment allons-nous faire pour nous passer des coccinelles, des abeilles et autres insectes pollinisateurs ?» C'est une vraie question, et une question qu'on doit se poser. L'année dernière, il y a eu tout un tas de débats à propos de l'interdiction des néonicotinoïdes, qui sont des neurotoxiques extrêmement puissants et qui détruisent sans aucune sélectivité les insectes, tous les insectes. Et donc dans les endroits où on cultive de la betterave, d'autres producteurs commencent à avoir des problèmes, notamment quand vous avez, c'est pas trop le cas en France, parce que c'est pas les voisinages classiques, mais de l'arboriculture à côté de la culture de betterave, et là vous avez un effondrement de la faune d'insectes qui est absolument indispensable à la pollinisation des arbres. Est-ce qu'on va devoir demain, comme dans certaines régions des États-Unis ou de Chine, aller polliniser à la main et au pinceau les fleurs des arbres fruitiers? C'est une image un peu catastrophiste, c'est évident, mais c'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. La question, est-ce qu'on ne se la pose pas déjà depuis un petit moment, parce qu'on sait quand même que les volumes de pesticides diminuent, on sait aussi que les plus toxiques ont été retirés de la pharmacopée agricole, on est quand même peut-être un peu sur le... On a déjà fait une sorte de bascule, non? Depuis les années 70, où effectivement... Je ne sais pas si les volumes de pesticides diminuent, mais ce n'est pas les éléments statistiques dont je dispose qui permettent de l'affirmer. Il y a un réel problème, il y a effectivement une baisse des masses de molécules qui sont utilisées, mais ça masque le fait que parfois des molécules beaucoup plus puissantes et beaucoup plus destructrices sont utilisées en quantité moindre par rapport à d'autres molécules qui étaient un petit peu trop généralistes. Donc là encore, les statistiques peuvent mentir. Honnêtement, je ne ferai aucune affirmation précise en séance là-dessus. Je n'ai pas les éléments en tête. Ce qui est certain, c'est qu'on parle beaucoup de ces enjeux et que l'un des rapports de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui avait montré un échec à peu près clair du programme Ecophyto, a fait l'objet d'un refus de publication pendant 18 mois de la part du ministère de l'Agriculture, qui avait participé, dont l'inspection, le CGER, avait participé à l'élaboration de ce rapport. Donc quand on en est au point où on essaie de cacher les rapports sur l'inefficacité des mesures qu'on prend, c'est quand même qu'il y a un petit souci. Je reviendrai sur l'eau ultérieurement si vous le souhaitez, mais je vois que Étienne Verrier veut réagir sur ce point-là. Oui, moi je ne peux qu'amender à ce qu'a dit notre collègue, alors à 100%. L'usage des pesticides, il n'a pas diminué.
Et je vous citais ce rapport qui a été mis sous le boisseau pendant 1 an et demi. On peut rappeler quand même que le ministère chargé de l'Agriculture a demandé au comité scientifique de l'ANSES de revoir son évaluation d'un pesticide, ce qui est quand même assez ahurissant en matière d'indépendance des évaluations. Ça, je suis désolé de le dire. Et on a vu aussi toutes les tentatives de ce gouvernement-là, je suis désolé de le dire, pour étendre à l'infini des dérogations vis-à-vis de l'usage de pesticides que l'Europe interdit. Donc, il n'y a pas de... le cas des nicotinoïdes a quand même été ça. Hein, et donc, il y a quand même... Alors, on comprend qu'il y ait une très grande difficulté pour des agriculteurs de bouleverser des calendriers de travail, des systèmes agricoles que l'usage d'engrais et de pesticides a permis, notamment la culture de certaines cultures sur des surfaces extrêmement grandes. Hein, il ne faut pas aller très loin. Dans la Brie, on trouve des parcelles de 50 à 100 hectares où il y a une seule culture, une seule espèce, un seul génotype. Et donc ça, c'est extrêmement favorable à la propagation des épidémies. Alors, on peut dire, faites des parcelles plus petites entre les cultures, ça c'est très vertueux, c'est en fait ce vers quoi il faudrait se diriger, mais en même temps, ça complique énormément le travail des agriculteurs. Donc, on comprend qu'ils ne soient pas enthousiastes à aller vers une évolution de ce genre de système-là. Mais on sait que ce seraient des solutions extrêmement efficaces pour faire de la lutte, de la protection des cultures, avec beaucoup moins d'intrants chimiques. Donc, il y a un cercle débat, il y a un enjeu énorme, mais je ne suis pas certain qu'il y ait à tous les niveaux la volonté politique d'avancer dans ce débat. On a bien saisi la charnière entre les deux débats. Monsieur Pitou. Oui, mais je voulais réagir sur deux choses. D'abord, effectivement, je partage totalement ce point de vue. Il n'y a pas de catastrophe naturelle, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il n'y a que des imprudences ou des ignorances humaines. Vous avez parlé des inondations, la faute sur mer, dont on se souvient, c'est évidemment des permis de construire qui n'auraient jamais dû être délivrés. Je vous rappelle que, pour prendre un exemple étranger, que les 30 000 morts de Fukushima, c'est pas la centrale nucléaire, c'est le fait qu'on a construit dans un delta où jamais les Japonais, avant la Seconde Guerre mondiale, n'auraient construit, parce qu'on savait que c'était les zones qui, en cas de tsunami, étaient... et là, on avait entièrement construit le delta de Fukushima. Donc la centrale nucléaire, un mort, l'imprudence des constructions dans la plaine, 30 000 morts. Et c'est pareil pour tout, même les tremblements de terre. Si on est dans une zone sismique, il faut construire anti-sismique. On voit bien ce qui s'est passé en Turquie, c'est qu'on a donné les permis de construire pour construire à toute vitesse n'importe quoi, et ça s'écroule avec un tremblement de terre de force moyenne, alors que dans un pays comme le Japon, où justement on fait très attention à l'anti-sismique, quand il y a un tremblement de terre, il y a un minimum de l'essai. Alors sur le reste, ça c'est plus important, que ça touche directement à l'agriculture. Sur les changements environnementaux, je veux peut-être dire un mot sur les pesticides, mais surtout sur les changements environnementaux actuels, et nous devons évidemment réagir à cela. Je pense que, même si on doit faire des efforts sur les gaz à effet de serre, etc., ce qu'il faut, c'est s'adapter. Et nous avons tous les moyens techniques de nous adapter, à condition de faire preuve d'imagination, de pragmatisme et de développer la recherche. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler du génie génétique, mais le génie génétique, c'est un ensemble, un champ de la connaissance et de la recherche fabuleux, et pour lequel la France s'est tirée une balle dans le pied, et l'Europe, il y a quelques années. Et vous savez que ça permettrait de résoudre, à condition de faire de la recherche approfondie, un certain nombre de problèmes concernant le manque d'eau, la sécheresse, concernant même les maladies, et qu'à ce moment-là, la question des pesticides se poserait beaucoup moins. Quand on voit aussi qu'on interdit, enfin qu'on fait la guerre contre les bassines, enfin on croit rêver, on a fait pendant des siècles des réserves d'eau pour l'agriculture, et maintenant ce serait interdit par quelques trublions qui on voit au chapitre et que les ministres écoutent comme si c'était leurs électeurs, alors qu'ils ne vont même pas voter. Voilà, j'ai craché mon venin. C'est bien. Alors, je voyais Bruno Siloté derrière vous brûler d'envie de répondre, parce que c'était notre deuxième
chantier de transformation. On a bien compris que pour la biodiversité, il fallait articuler le besoin de produire et le besoin de le faire avec beaucoup moins d'intrants. Ça, c'était le premier volet de notre débat. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait avec l'eau. Ce sujet, il est découvert par beaucoup de nos concitoyens récemment, avec ces débats sur les bassines. On sait que c'est un combat qui est vieux comme la création de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec les ressources en eau et comment on les gère. Bruno Sinutti, vous êtes donc un spécialiste de ces questions des ressources en eau. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la nécessaire adaptation? Pourquoi est-ce qu'il faut maintenant s'adapter avec nos ressources en eau? La France n'a pas vraiment manqué d'eau jusqu'à maintenant, mais le climat change et change la donne. La France a déjà manqué d'eau, en tout cas une bonne partie de la France a déjà manqué d'eau, et elle a su s'y adapter depuis la plus haute antiquité. Elle s'y est adaptée à la fois en mettant en œuvre des moyens, des infrastructures destinées à capter l'eau et à l'amener à l'endroit où on souhaitait la voir. Pour l'essentiel, d'ailleurs, elle est liée à les historiens me corrigeront si je dis des bêtises, mais elle est liée à l'urbanisation de la période de la colonisation romaine dans notre pays, avec cette capacité technique qu'ont apporté les Romains dans un pays qui avait d'autres capacités, et ces grandes œuvres, dont par exemple le célèbre pont du Gard, qui est un aqueduc. Que les touristes ne perdent pas un petit peu de vue. Mais il n'y a pas que le pont du Gard, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, et qui ont été mis en place parfois dans la douleur. La mise en place de la Société du Canal de Provence s'est faite dans les années 1920 à partir d'une guerre de l'eau en Haute-Provence. Mais il y avait donc déjà des habitudes de se poser la question de savoir de quelles ressources on disposait, et on savait qu'elles n'étaient pas indéfinies, et de quelle façon on souhaitait l'utiliser en se donnant des priorités. Et ce que nous avons complètement perdu de vue, c'est deux choses. D'abord, dans ces régions-là, c'est qu'une part importante de l'eau est utilisée pour des choses qui ne sont pas directement productives, qui ne sont pas l'alimentation en eau potable des villes, qui ne sont pas l'alimentation des cultures agricoles, mais qui sont des éléments de l'économie du tourisme. Tout le débat qu'on a eu tout l'été dernier sur a-t-on le droit de remplir les piscines, a-t-on le droit d'irriguer, d'arroser les golfs, a-t-on le droit d'arroser les pelouses dans les stades de sport, etc. Donc, même dans des régions où la notion de sécheresse estivale, qui est une caractéristique du climat méditerranéen, est connue depuis longtemps, on avait perdu de vue ces équilibres sociaux et ces façons d'apprendre à gérer la ressource en commun. Là où c'est le plus critique actuellement, c'est assez facile à identifier, c'est le grand bassin aquitain, où on a délibérément, avec des aides publiques, étendu bien au-delà de son aire d'implantation initiale, la culture du maïs. La culture du maïs apparaît dans le sud-ouest essentiellement dans le bassin de l'Adour, qui est un bassin qui est à la fois avec une météo très clémente, une climatologie très clémente, et avec une bonne alimentation en eau quasi permanente. On a étendu ça à l'ensemble du bassin aquitain qui ne connaît pas ce genre de situation. Et s'il y a moins de maïs dans le Gers, c'est parce que le Gers est un département très sec, dont l'essentiel des rivières sont ce qu'on appelle les rivières réalimentées par un dispositif technique ancien puisqu'il date du Second Empire, le canal de la Neste, qui détourne des eaux de la rivière Neste, qui est un affluent rive gauche de la Garonne, de façon à la redistribuer sur toutes les rivières qui prennent leur source au plateau de Lannemezan, rivières qui sinon seraient sèches en fin de printemps et jusqu'à l'automne suivant. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de maïs dans le Gers qu'il y en a dans d'autres départements, notamment les départements le long de la Garonne, où on a délibérément étendu la culture du maïs et on a délibérément étendu l'irrigation dans des zones qui ne la connaissaient pas historiquement. Et alors, est-ce que c'est un problème d'avoir étendu l'irrigation dans des zones qui ne la connaissaient pas précédemment? Affirmatif, parce qu'au moment où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et donc vous pouvez brandir des arrêtés préfectoraux vous autorisant à prélever un certain volume d'eau, comme jusqu'à présent, sauf à avoir une pensée magique, le fait qu'il y ait un arrêté préfectoral ne crée pas une ressource, vous êtes complètement dans l'illusion et vous vous retournez vers l'État, puisque c'est lui qui vous a dit qu'il vous autorisait à prélever de l'eau, et vous ne comprenez pas comment l'eau qu'il vous a autorisé à prélever n'est pas là. Et on en est à ce niveau de pensée chez certains professionnels. C'est une part marginale de la profession, mais quand j'étais directeur général adjoint de l'agence de l'eau d'Haute-Garonne, j'ai entendu des professionnels affirmer que l'eau était due par l'État puisque l'agriculture nourrissait la planète. Deux erreurs majeures. Un, l'agriculture française n'a pas vocation à nourrir la planète.
qu'elle commence déjà par nourrir ceux qui n'ont pas assez à manger dans notre pays. Et ensuite, l'eau ne peut pas être due par l'État parce que l'État, délibérément laïque, a abandonné toute religion avec des danses de la pluie, des processions pour l'érogation et autres phénomènes qui, paraît-il, permettaient d'avoir de la pluie. Si je vous entends bien, c'est comme il faut un changement de philosophie par rapport au rapport qu'on a à l'eau quand on est agriculteur. Comment c'est une ressource, et cette ressource, c'est une ressource naturelle, et comme toutes les ressources naturelles, elle est sujette à fluctuation. Ce que disait à juste titre le professeur Pitt, c'est qu'en revanche, on peut se poser la question sur la façon de l'utiliser et les techniques d'utilisation. Donc, dans l'Antiquité, on collectait l'eau, on l'amenait par des aqueducs, on la stockait, et donc on sait faire. En irrigation, on a abandonné pour l'essentiel l'irrigation à plein champ et les canaux d'irrigation. On ouvrait les petites vannes, les martelières ou autres vannages quand on avait besoin de l'eau à un endroit et on fermait ensuite pour ne pas dépenser inutilement l'eau. Puis vous avez une deuxième situation qui est celle du bassin des Charentes, qui déborde vers le nord au-delà du marais Poitevin. Et cette situation, elle est celle de rivières qui ne sont pas alimentées par un massif montagneux à l'amont. Alors là, le problème est beaucoup plus problématique, la situation est beaucoup plus problématique, puisque vous n'avez pas de stockage hivernal sous forme de neige. Vous n'avez que du stockage souterrain, et parfois du stockage souterrain aléatoire, c'est le système des karstes, qui sont des situations géologiques souterraines qu'on ne maîtrise pas, dans lesquelles on ne connaît pas bien la circulation des eaux, et quand vous devez vous alimenter sur le karst de la Rochefoucauld, qui est l'un de ceux qui alimente la Charente, je crois, ou la Seudre, c'est très aléatoire. Certaines années, il a plu et le karst ne rend pas beaucoup d'eau, d'autres années, il n'a pas plu et il en rend un petit peu plus que ce qu'on pouvait espérer. Donc là, on est complètement dans la logique où il faut se poser la question de savoir si l'adaptation n'est pas une adaptation qui passe par une forte réduction de la demande de la ressource en eau, parce qu'on sait que cette ressource restera toujours aléatoire. Pour terminer avec les bassines, les questions qui ne sont pas posées, c'est premièrement, quelle est la microéconomie de l'irrigation en France? Je lance publiquement un appel à manifestation d'intérêt. J'ai eu à travailler sur une mission il y a 2 ans, j'ai cherché tout ce que j'ai pu, y compris dans les écoles d'agronomie comme Montpellier, qui sont un peu spécialisées sur le domaine méditerranéen. Il n'existe pas en France d'études sérieuses et approfondies sur la microéconomie de l'agriculture irriguée. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que vous voulez dire par là? On ne sait pas si c'est rentable. C'est toujours rentable quand on demande 70% d'argent public, ce qui est un des problèmes qui est reproché à la fameuse méga bassine de Sainte-Soline. Mais quand vous demandez aux gens si le coût de l'ensemble de l'amenée de l'eau et de la distribution de l'eau et de la suppression de surfaces agricoles qui vont devenir des surfaces de stockage, si l'ensemble de ces coûts est bien couvert par l'amélioration du rendement, vous avez un blanc sidéral parce que cette question n'est jamais posée dans ces termes, parce qu'on la pose toujours sur le plan politique. L'eau nous est due, donc l'État doit payer, donc le consommateur du robinet qui finance 88% des redevances des agences de l'eau doit donner 70% pour n'importe quel projet agricole, même si ce projet ne s'est pas posé sérieusement la question de sa rentabilité. Et ça, c'est un vrai souci politique. Parce qu'il y a un défaut d'études microéconomiques, parce qu'il y a un défaut de justification de la réalité du besoin et de la façon dont l'eau qui va être stockée va être utilisée. Et s'il s'agit en pire d'aller pomper dans des nappes souterraines au mépris de la priorité que la loi française donne à l'alimentation en eau potable pour remplir ces bassines, et donc évaporer dans ces bassines qui seront au grand air de l'eau qui n'aurait pas évaporé si elle était restée en sous-sol et qui donc serait restée plus durablement disponible pour l'alimentation en eau potable, là on est quand même dans des choses qui sont effectivement critiquables en ce qui concerne l'orientation politique qui est donnée là-dessus. Après, je ne m'étends pas sur les troubles à l'ordre public, rien n'est jamais résolu par la violence, mais je trouve que de la part d'une profession qui s'est assez souvent livrée à des exactions sur des bâtiments publics, dès les années 60, vous pouvez rechercher les mouvements de certains agriculteurs bretons qui ont détruit la sous-préfecture de Morlaix pour faire valoir leurs intérêts. Maintenant, se mettre dans le camp des vertueux et dire que les autres ne le sont pas, c'est un peu gonflé. Bon, je suis d'accord. Monsieur Pitt. Oui, moi je vais peut-être placer le débat sur le long terme. Je trouve qu'on n'avance pas très vite sur la production d'énergie quasiment gratuite, qui est la fusion nucléaire.
On nous dit ben non, on n'est pas un peu loin du tout, parce que c'est ce qui permettrait de dessaler l'eau de mer rapidement. Donc, je trouve qu'on n'avance pas très vite, qu'on nous dit toujours oui, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Ça fait quand même 40 ans qu'on finance Cadarache, qu'il y a des recherches. Alors, il y a des recherches aux États-Unis pour faire des micro-centrales, apparemment, c'est le MIT qui est proche d'arriver à quelque chose. Si on y arrive, parce qu'actuellement, il y a plein, Israël ou les pays du Golfe n'ont pas de souci pour avoir de l'eau douce et pour irriguer tout ce qu'ils veulent. Mais parce qu'ils utilisent le pétrole, enfin, moi, pas Israël, mais l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Mais le jour où on aura de l'énergie quasiment gratuite et propre, sans aucun rejet des fastes, je pense que la question de l'eau sera résolue. Donc il faut aussi penser au long terme. Cela dit, je suis tout à fait d'accord que j'ignorais la question de Sainte-Soline, j'ai appris beaucoup en vous écoutant. C'est vrai que ça vaut la peine de faire des études préalables sérieuses, mais à la limite, c'est aussi à l'État de les faire et de mettre ces études sur la place publique pour que l'opinion soit informée, parce que là, on a vu que, comme vous l'avez dit, les troubles à l'ordre public qui sont absolument inadmissibles et insupportables, alors que mon impression à moi, c'est que les agriculteurs avaient raison. Apparemment, c'est plus compliqué. Donc, je suis content de vous avoir entendu. Monsieur Sidotti, moi j'aimerais bien savoir, parce qu'on vous a écouté, une position assez critique, comment est-ce qu'on articule la nécessité de la souveraineté alimentaire, de continuer à produire ce qu'on peut produire pour la France, et la gestion en eau. Où est-ce qu'on met le curseur? Parce qu'on ne fera pas d'agriculture sans eau, ça tout le monde le sait. Comment on fait? Imiter la nature, hâter son œuvre. Ça a été dit par l'un des personnages qui est sur une des tables sur ce mur. Philippe Guigné. Philippe Guigné. Guigné a été membre de cette noble assemblée. Donc voilà. Imiter la nature, hâter son œuvre, c'est la maxime qu'on apprenait dans les premiers jours de séjour à l'école forestière. Là où on part du principe que le sol est une ressource et qu'on ne l'utilise pas de façon linéaire, que l'eau est distribuée par la météorologie sur les peuplements forestiers, que les espèces sont en place et que comme c'est tellement long à produire un arbre qu'on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Et donc s'inscrire dans une logique d'adaptation, et je pense que c'est le mot-clé pour l'agriculture, mais pas une adaptation forcément uniquement en recherchant du technique. Je suis un grand lecteur, et il y a beaucoup de choses dans ses écrits du professeur Jacques Ellul, qui était à la fois professeur de droit administratif, théologien et un fondateur du mouvement écologiste en France au sens écologie politique. Et il a très bien montré dans un de ses ouvrages que la technique consiste à déplacer les problèmes et pas forcément à remplacer des problèmes simples par d'autres problèmes simples, mais parfois les compliquer. Et donc, l'exemple, c'est celui du dessalement que le professeur Pic vient de nous proposer. Le dessalement nécessite effectivement une très grosse consommation d'énergie dans un monde où l'énergie va devenir plus chère, même si un jour on arrive enfin à la fission nucléaire. Mais il a le gros désavantage aussi, de ne pouvoir être fait que là où il y a de l'eau salée, et donc ça ne peut régler le problème qu'en bordure de mer. Et la France est quand même assez largement un pays à l'intérieur des terres, en tout cas sur l'agriculture. Et puis deuxièmement, il y a tout le problème de la pollution par les saumures, les surconcentrations en eau salée qu'il faut gérer à la sortie des usines de dessalement. Et la biologie marine n'est pas en très bon état aux alentours de Barcelone, là où il y a des très grosses usines de dessalement pour assurer l'alimentation en eau de cette agglomération. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette dans une logique d'adaptation. L'adaptation, elle passe... Qu'est-ce que ça veut dire, l'adaptation? Parce que moi, je veux savoir. Elle passe à la fois par une meilleure connaissance de la ressource effectivement disponible, une fois qu'ont été satisfaits les besoins prioritaires. Besoins prioritaires qu'il y a actuellement en France, au terme de la loi, Code de l'environnement, qui fait par ailleurs de l'eau un patrimoine commun de la nation, ce qui nous dit tout et rien. Eau potable et refroidissement des centrales électronucléaires. Ce sont les deux priorités. Ensuite, tous les autres usages sont des usages qui sont placés au même niveau de priorité. Y compris la production alimentaire. Y compris la production alimentaire. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Je laisse les professionnels de la politique agricole se poser la question, et je pense qu'elle mériterait d'être posée effectivement. Ensuite, il y a de savoir, une fois qu'on a identifié la ressource, savoir ce qu'on en fait, comment on la partage, à quel moment et de quelle façon on l'utilise.
J'ai mené avec un collègue du ministère de l'Agriculture et un collègue du ministère de l'Écologie une étude sur un projet de prélèvement supplémentaire d'eau dans le Rhône pour développer encore un peu l'agriculture irriguée dans le nord du département du Vaucluse et le sud du département de la Drôme. Le projet s'appelle OHAUTS, de Provence-Rhodanienne. Ce projet, il était en carafe depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, des professionnels agricoles et du syndicalisme agricole localement, et je ne généralise pas, certaines personnes avaient posé comme principe que, de toute façon, ça ne serait rentable que s'il y avait 70% d'argent public. Nous sommes arrivés en disant, à 70% d'argent public, vous n'aurez jamais d'argent, donc oubliez votre projet. En revanche, nous, on est prêt à étudier avec vous votre projet si vous nous dites de quelle façon vous tirerez le maximum de valeur ajoutée agricole à partir de l'eau qui va venir, parce qu'à ce moment-là, vous nous expliquerez comment vous pouvez participer au cofinancement du projet. Et on a des exploitants agricoles qui nous ont dit banco, parce qu'ils étaient sur des productions agricoles à haute valeur ajoutée. Les herbes aromatiques, ce genre de choses. Hein. La viticulture AOC, les herbes aromatiques, certains producteurs spécialisés en arboriculture, production fruitière, et eux, ils nous ont dit, attendez, si vous nous garantissez qu'on a l'eau dans 3 ans, 5 ans, c'est à peu près le délai pour que le projet se réalise, nous, on est prêt à en financer un pourcentage non négligeable. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait aborder les choses, c'est-à-dire qu'il faut l'aborder de façon économique, ne pas faire n'importe quoi parce que l'argent public est rare, et qu'il va être de plus en plus cher avec la reprise de l'inflation dont on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et donc il faut, je ne suis pas pour qu'on mesure tout à l'aune de l'argent, mais je pense qu'il faut rationaliser les projets, il faut sortir des idéologies, nous nourrissons la planète, donc l'eau nous est due, on oublie. Je suis capable demain, si vous me garantissez un minimum de ressources en eau, de vous garantir un maximum de valeur ajoutée. Là, je pense que n'importe qui dit banco dans notre fonctionnement actuel. C'est ça l'adaptation. Et c'est donc de l'agriculture, de l'irrigation goutte à goutte, là où actuellement on a encore de l'irrigation à l'arrêt. C'est du changement de culture en recherchant des variétés qui soient moins dépendantes de l'eau ou qui soient dépendantes de l'eau à une période où on a plus d'eau. Parce que l'un des problèmes de l'agriculture, c'est qu'elle prélève l'eau au moment où il y en a moins. Le reste de l'année, on arrive sans problème à alimenter les populations en eau potable et à refroidir les centrales électronucléaires. Et l'agriculture, précisément parce que pour l'essentiel, elle compte sur l'eau météorique, l'eau qui arrive par les précipitations neigeuses ou pluvieuses, elle a besoin de l'eau au moment où il y en a le moins dans les sols et où il y en a le moins dans la nature en général. Et puis, puisque je vous parle de sol, il y a aussi une façon de travailler le sol qui est une façon de favoriser l'évaporation de l'eau dans le sol. Et je ne vous parle pas de toutes les régions où actuellement on a commencé l'irriguer, alors que depuis des années on drainait. Donc on a perdu le rôle d'éponge des sols dans un tas de régions. Soit c'était des régions d'altitude qui restituaient l'eau progressivement aux régions à l'aval, et donc les agriculteurs d'en haut ont drainé, ils ont évacué très vite l'eau, ils ont réglé leurs problèmes, et ils ont envoyé l'eau plus vite à l'aval, donc il y a eu plus d'inondations, mais au moment où il n'y a plus d'eau, il y en a aussi moins. Donc tout ça est un système, au sens non pas écosystémique, mais au sens systémique, les anglo-saxons diraient holistique. Il s'agit bien de cesser de penser à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'exploitation, mais de réfléchir une politique agricole qui soit plus attentive aux différents équilibres et à ne pas créer un déséquilibre qui va entraîner, au motif de régler un équilibre, alors que ça va entraîner un déséquilibre supplémentaire. Il faut qu'on arrête de drainer, il faut qu'on se repose la question de la reconstitution des haies brise-vent, parce que le vent est un facteur majeur d'évaporation. Or, on va avoir des températures de plus en plus chaudes et donc il faut au contraire réduire l'évapotranspiration. Peut-être qu'il va falloir réapprendre aux agriculteurs la présence des arbres. On a parlé ce matin du châtaignier. Le châtaignier est un arbre qui est tout à fait possible en agroforesterie parce que sa place en tant qu'arbre, certes, va amener à consommer de l'eau, mais il va aller la chercher relativement en profondeur. En concurrence. Pas forcément autant en concurrence qu'on pourrait l'imaginer. En revanche, il fait d'ombre, il coupe le vent, donc il diminue l'évapotranspiration. Donc c'est là-dessus qu'on va avoir besoin de s'adapter. Réduire l'évaporation et l'évapotranspiration, mieux gérer la ressource, mieux valoriser la ressource qu'on aura réussi à capter de façon à améliorer la production agricole, au moins en valeur ajoutée et dans l'idéal en valeur ajoutée et en qualité finale. Et ça, c'est de l'adaptation, mais ça nécessite de penser les choses et de ne pas les penser simplement avec une vision politique ou syndicaliste. Alors, Étienne Verrier, on peut avoir exactement avec vous le discours parallèle, parce que là on parlait quand même de production végétale. Vous êtes un spécialiste de l'élevage. L'élevage aussi doit s'adapter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il consomme de la ressource
alimentaire, de la ressource en eau transformée, disons, pour nourrir les animaux, et puis parce qu'il y a aussi cette question de dégage des gaz à effet de serre, c'est une des activités agricoles qui en dégage le plus, donc il a une double raison de s'adapter au changement climatique. Alors, je ne sais pas par où vous voulez commencer, peut-être vous voulez commencer par... Je sais par où je veux commencer. Alors, allez-y. D'abord, quand même quelques commentaires là, sur le long plaidoyer de notre collègue, auquel j'adhère assez volontiers. On est effectivement très tenté par des solutions techniques. On peut appeler ça les technosolutions ou le technosolutionnisme. Bon, il y a des expressions qu'on peut dire pour résumer un peu la pensée, en tout cas celle qui est la mienne, c'est voilà, ne raisonner qu'en termes de technique, c'est changer le pansement. Or, en fait, on est aujourd'hui à une situation où il faut penser le changement. Changer le pansement, j'en reviens aux pesticides, tel néonicotinoïde est interdit. À quelle molécule vous nous proposez en substitution? C'est ça le discours des syndicats agricoles, hein. C'est ça. Hein. Alors moi je suis désolée, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que quand même, sur la betterave, on n'est pas du tout dans cette approche-là. On est dans une approche où on sait qu'il y aura des plans de campagne, enfin les travaux actuels ne sont pas du tout dans le remplacement d'une solution. Et alors là, bon, ça peut se discuter. Hein. Et à l'Institut technique de la betterave, on sait que enfin, c'est pas aussi limpide que ça. Mais donc, j'en reviens donc pour quels que soient les produits phytosanitaires, j'en reviens à l'idée que la course à la molécule de substitution, un jour, ça aura sa fin, et qu'il y a d'autres solutions. J'ai évoqué tout à l'heure, arrêter d'avoir des parcelles immenses où il n'y a qu'une seule variété, la seule espèce, qui est donc un terrain formidable pour la propagation des épidémies, mais donc essayer d'avoir des parcelles plus petites, d'avoir des mélanges de variétés, ça se fait, il y a des travaux là-dessus, d'avoir des mélanges d'espèces, et par rapport à la ressource en eau, le mélange d'espèces, c'est aussi quand même une solution qui peut être intéressante. Alors bien sûr, tout ça est plus compliqué et demande plus de travail. Donc il faut qu'il y ait un sérieux accompagnement financier, politique pour ce genre de transition. Parce que sinon, on sera toujours à chercher la molécule d'après. Hein, et ça n'aura pas de fin. Alors après, pour revenir à l'élevage, alors on est bien d'accord qu'on parle de tous les élevages, on parle pas. Oui. On parle de l'élevage qui cache la forêt. On parle de tous les élevages. Alors, je ne vous fais pas de dessin pour vous dire qu'en Europe, comme en France, pas plus qu'ailleurs en Europe, le secteur de l'élevage, il est quand même bien mis dans le faisceau des radars de toutes les controverses publiques, relayées plus ou moins fortement par les médias, et que donc ça crée déjà un contexte particulier pour justement penser le changement de l'élevage, ou les évolutions nécessaires de l'élevage. Moi je dirais aussi que ça va au-delà. Les cultures, la foresterie, l'élevage, je pense que c'est quand même globalement nos systèmes alimentaires qui sont en cause. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on meurt aujourd'hui plus d'obésité dans le monde que de la faim, c'est quand même absolument ahurissant. Et parce que nos systèmes alimentaires, en fait, sont quand même, ils participent très largement aux dépenses énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai pris des petites notes parce que je traite des fois infaillible, mais par exemple, le système alimentaire français, c'est quand même 31 français, hein, c'est environ 32 millions de tonnes d'équivalent pétrole par an. Hein, ça fait 163 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça représente donc 24% de l'émission de gaz à effet de serre des ménages. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas stigmatiser l'agriculture en tant que pollueur universel, puisqu'il y a tout un tas d'autres activités, à commencer par nos voitures individuelles. Hein. Et ça, on se garde bien de toucher à ça, parce que c'est un truc sacré. Mais, donc, il ne faut pas stigmatiser l'agriculture en général et l'élevage en particulier, mais il ne faut pas mettre sous le tapis les choses qui sont responsables de notre secteur-là. Or, nos systèmes agricoles aujourd'hui, en tout cas en Europe, ils sont tirés par des politiques de bas prix et de prix toujours plus bas, en se situant en fait à un niveau en se situant sur la compétition mondiale. Donc ça tire les prix vers le bas, et ce sont les producteurs, en tout cas
en élevage. Hein. Ce sont les producteurs qui en pâtissent. Je ne parle pas des céréaliculteurs qui peuvent, dans certaines périodes, comme c'est en ce moment avec la guerre en Ukraine, on a des prix mondiaux très très élevés, mais le prix du porc à l'échelle mondiale c'est très très bas. Et qui sont aussi extrêmement dépendants de tout un tas de matières premières qui sont à l'autre bout de la planète. Donc on évoquait l'idée, j'allais dire, il faut choisir ses dépendances pour son alimentation. Mais pour son élevage, il faut choisir ses dépendances. Hein. Alors là encore, mes petites notes, mais quand même, l'Union européenne, pour son élevage, elle apporte les 2 tiers des aliments riches en protéines. Les 2 tiers. Hein. Et la France n'en apporte que 40%. Et c'est quand même 40%. Donc là, il y a un grand chantier d'autonomie en protéines alimentaires qui se pose pour tous les élevages, y compris l'aquaculture. Puisqu'il y a des recherches pour justement trouver des substituts végétaux aux produits de minoterie qui viennent de l'autre bout du monde pour nourrir les élevages de poissons qui sont des carnivores. Et si on prend un aliment emblématique, vous avez deviné, c'est le tourteau de soja, quand même, l'Union européenne en apporte chaque année 14 millions de tonnes. Donc la France, c'est un petit million. 14 millions de tonnes de tourteau de soja, c'est 6 millions d'hectares au Brésil. 10 départements français. Donc c'est une dépendance extrêmement forte. Or, nous avons des ressources protéiques quand même. Il y avait un institut des oléagineux métropolitains qui a changé de nom, mais nous avons quand même des ressources en aliments riches en protéines. Donc, on a aussi des protéagineux et des oléagineux qu'on cultive dans d'autres pays. Vous parlez de la Charente et de l'Aquitaine, beaucoup de tournesol et de colza ici, en Ile-de-France. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le plan nutritif pour les animaux, ouais, le tourteau de colza, c'est un point de moins de PDI que le tourteau de soja. Voilà, le tourteau de soja est un aliment emblématique, effectivement avec des propriétés nutritives pour les animaux, légèrement supérieures à d'autres tourteaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des systèmes d'élevage, y compris intensifs. Alors, je vais vous en citer un seul, la ferme de Grignon de l'Agro-Parisec, qui depuis 20 ans n'a pas acheté un gramme de tourteau de soja. Et s'approvisionne en tourteau de colza par un cultivateur à proximité qui extrait lui-même son îlot. Alors je ne dis pas que c'est un modèle généralisable, mais il y a des dépendances à certains produits qui viennent de l'autre bout de la planète, dont on pourrait minimiser, alors sans dispenser totalement, je ne sais pas, mais là il y a des changements aussi à effectuer. Surtout que ça revient quand même à importer une agriculture qui déforeste et celle qu'on ne veut pas chez nous. Mais, voilà. Alors il y a tout, moi si je me base uniquement déjà sur le plan impact carbone, importer de tourteau de soja, c'est une catastrophe, c'est pas une solution. Voilà, donc développer une certaine forme d'autonomie, l'autonomie à 100%, je ne sais pas si c'est atteignable, mais une certaine forme d'autonomie dans nos produits riches en protéines pour nos animaux d'élevage, ça c'est un enjeu extrêmement important. Et alors ensuite. Monsieur Vanier, je vous laisse reprendre votre chose, parce que je crois que. Oui, non, moi je voulais simplement dire qu'on ne peut pas critiquer la technique et le progrès technique en disant c'est un pansement qu'on remplace par un autre. Je pense que l'humanité, depuis la révolution, depuis le paléolithique, vit de progrès techniques. Et heureusement, et la médecine en est un très bon exemple. Heureusement qu'il y a des recherches techniques, il n'y en a même pas assez. Je trouve que là, on devrait investir davantage en France. Pourquoi? Pour nourrir quelque chose qui est essentiel, c'est la capacité de changement et d'évolution de nos agriculteurs. Je trouve qu'on manque trop de pragmatisme, on a pris l'habitude de produire telle chose à tel endroit, et on ne veut pas en changer. Donc il faut plus d'eau, il y a la sécheresse, ça pose des problèmes, etc. Eh bien, il faut faire évoluer aussi les modèles agricoles. Ça s'est toujours fait, simplement il y a des espèces de blocages parce que les gens ont des habitudes. L'agroforesterie, c'est très très bien, je suis tout à fait d'accord, simplement, ça demande aussi beaucoup de soins de jardinage, pratiquement, en lien avec l'agriculture, et compte tenu du prix de vente des produits, on n'a pas toujours les moyens de faire ça. Et dernière petite chose que je veux dire, on peut fustiger bien sûr l'importation de tourteaux de soja du Brésil, néanmoins on ne peut pas affamer les Brésiliens, parce que c'est une de leurs ressources, donc il faut à ce moment-là imaginer, en lien avec les producteurs brésiliens, une évolution de
de l'économie ou de l'agriculture brésilienne pour que d'un seul coup ils ne se retrouvent pas à crever de faim. Donc, moi, encore une fois, la mondialisation, c'est un fait. On ne pourra jamais lutter contre, on ne peut pas l'interdire. Donc, faisons-la évoluer intelligemment. Évidemment, évitons de dépenser bêtement de l'argent si on peut faire autrement, mais faisons évoluer les cultures. Je vais vous redonner un exemple lié à la vigne et au vin. Quand il y a eu le petit âge glaciaire, qu'on a évoqué ce matin, donc entre le 15e siècle et le 19e siècle, voire le début du 20e siècle, toute la viticulture du nord de la France et du nord de l'Europe a disparu d'un coup. Le Domesday Book d'Angleterre montre qu'il y avait des vignes partout en Angleterre au Moyen-Âge. Ça disparaît d'un coup. Bien, les agriculteurs, les Anglais et les gens d'Europe du Nord voulaient continuer à boire du vin. Ça a développé les vignobles de Bordeaux, de Porto, de Xérès, de Madère, d'Afrique du Sud, qui ont fait des vins magnifiques pour pouvoir exporter vers l'Europe du Nord. Et je pense qu'on est aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens techniques que dans le passé. Et la recherche nous ouvre des champs infinis. Utilisons-les intelligemment plutôt que de dire revenons à la lampe à huile. Non, alors l'image du néolithique et de la lampe à huile, monsieur, je me permets de me dire que ça va bien comme argument. Quand on propose de faire des systèmes agraires différents, avec plus de mélange de cultures, plus de mélange d'espèces, peut-être remettre des, etc., c'est pas revenir à la lampe à huile, je suis désolé, l'image est un peu facile. Après, je veux vous rassurer pour les agriculteurs brésiliens, le tourteau de soja exporté en Europe, c'est une chose. Le soja exporté en Chine, c'est beaucoup plus important. Et donc, tant qu'il y aura une demande chinoise alimentaire sur ce produit-là, les grands propriétaires d'exploitation de soja, ils ne vont pas mourir de faim, je ne crois pas. Donc, voilà. Après, c'est aussi à nous de dire quelle forme d'agriculture nous souhaitons sur notre territoire, quel lien au territoire, quelle forme d'élevage nous souhaitons. Alors justement, ça c'est aussi quand même de notre responsabilité. J'allais dire, quand l'Europe décide depuis les années 80 de ne pas utiliser d'hormones stéroïdes pour l'élevage notamment des bovins, c'est son choix, et de dire nous on ne veut pas importer de la viande traitée aux stéroïdes en provenance d'Amérique du Nord. C'est un choix politique et qui se défend. Moi, en tant que citoyen européen, je suis plutôt pas mécontent que l'Union européenne ait fait cet embargo sur les viandes dopées aux stéroïdes. Alors, reprenons là où je vous ai laissé tout à l'heure. On parlait de l'adaptation de nos systèmes d'élevage, du fait que peut-être il faut accepter de déplacer un peu les productions, de ne pas les concentrer tout au même endroit, de réfléchir à la cohérence à l'échelle locale des systèmes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des pistes pour adapter notre agriculture d'élevage au changement, à la nécessité de la biodiversité, de la préservation de l'environnement et de la résistance? Une des caractéristiques quand même de l'évolution de nos systèmes alimentaires et de notre agriculture, c'est quand même une forme de spécialisation, donc à l'échelle territoriale. Alors ça vaut pour la France, où il y a des régions où l'élevage a complètement disparu, ou d'autres régions où l'élevage s'est hyper concentré. Plus d'imports charcutiers en France et des produits en Bretagne. La volaille s'est aussi extrêmement concentrée dans le Grand Ouest. Mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale. Puisqu'il y a des pays, alors on va parler du Brésil, mais le Brésil, il a comme ambition politique affichée depuis de très nombreuses années d'être un des greniers de la planète. Et de ce point de vue, ils ont des stratégies commerciales qu'on peut qualifier d'agressives pour réaliser ce but. Donc, je suis pas contre les échanges mondiaux et je bois du café tous les jours et j'aime bien manger un peu d'ananas de temps en temps ou des bananes. Mais là encore, il faut savoir jusqu'où est-ce qu'on met le curseur et comment est-ce qu'on gère, nous, notre autonomie en produits et aussi dans la manière dont ces produits sont produits. Alors après, donc, dans cette spécialisation, on peut, à l'échelle d'un territoire comme la France, moi je considère que pour l'élevage, on est arrivé quand même à un point où il y a un rééquilibrage à faire. C'est-à-dire que cette très forte hétérogénéité de la répartition géographique des élevages, c'est différent d'une espèce à l'autre. Mais pour tout ce qui est hors sol, donc les volailles et le porc, c'est quand même très flagrant. Et ça n'est pas sans inconvénient. Alors on comprend bien la logique. Moi, un de mes anciens collègues d'Avagron
des peu de ce monde avait tendance de dire les ports sont près des ports. Bon, oui, effectivement, quand on a des matières premières qui viennent des quatre coins du monde, bah oui, les coûts d'approche sont plus, c'est mieux quand on est sur des façades océaniques. Et ça, c'est en Europe. Hein. Regardez la carte de localisation des élevages porcins et des élevages de volailles, c'est quand même essentiellement autour des franges océaniques. Pas que, mais c'est très, très majoritaire. Et ça n'est pas sans inconvénient, et notamment sur des territoires qui sont pas très grands, là où il y a des sols qui ne sont pas très épais, je pense à la Bretagne en particulier, mais il n'y a pas que, et bien, sur le plan des impacts environnementaux quand même, malgré le discours de certains lobbyistes, il y a des effets impactants très forts sur la concentration en nitrate des eaux de surface, avec, alors ce qui est spectaculaire, c'est les algues vertes, mais ça c'est quand même une réalité. Alors je ne dis pas que les élevages sont les seuls responsables des taux de nitrate dans les eaux de surface, mais dire, comme j'ai entendu quelqu'un à très haute responsabilité et membre de notre académie, dire que non, les élevages de porcs en Bretagne ne sont pas responsables des taux de nitrate, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin. Donc là encore, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas mettre les choses sous le tapis. Et donc, on aurait certainement en matière d'organisation des filières, de circuits commerciaux et d'impact environnementaux, on aurait, je pense, on gagnerait à rediversifier la localisation géographique des élevages et remettre peut-être au goût du jour, je ne sais pas si c'est la lampe à huile ou autre chose, mais la polyculture élevage, qui par rapport justement à l'usage des intrants, peut-être, là je m'avance un peu, mais peut-être aussi la gestion de l'eau, a quand même pas mal de vertus. Et ça permettrait aussi, parce qu'on a des régions où la charge polluante des élevages est très lourde, et ça entraîne des moyens très dispendieux, enfin on met en œuvre des moyens très dispendieux. Donc aujourd'hui en Bretagne, quand une porcherie veut s'installer, il faut installer avec tout le complexe de traitement des lisiers. Donc des investissements très forts. Les éleveurs de porc, c'est les éleveurs les plus endettés. 400 000 € par éleveur en moyenne en France. Alors que si on répartissait mieux ces lisiers sur le territoire, on pourrait les utiliser. Alors qu'il y a d'autres endroits où on manque de matière organique. Alors évidemment, quand on dit ça, ça peut paraître vertueux, mais ça se heurte tout de suite à deux éléments contradictoires. Un, là où ces élevages sont très fortement implantés, les opérateurs sont assez naturellement hostiles à l'idée qu'on va dédensifier l'élevage. Et ça se traduit parfois, vous parliez tout à l'heure des manifestations agricoles, ça se traduit parfois assez violemment. Et puis d'autre part, bon, je connais des endroits où, quand on veut implanter une porcherie dans un endroit où on n'a pas vu de porc depuis plus de 70 ans, et bien c'est tous les généraux. Et c'est tous les généraux. Donc ça, il y a un moment, à mon avis, il faudra peut-être faire des arbitrages. Et c'est là aussi où ça demande un accompagnement public. Enfin, au moins, si on veut faire évoluer les choses, si on ne veut pas faire évoluer les choses, si on veut le statu quo, on ne fait rien. Et si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'il y ait un accompagnement public. Parce que dans tout ce truc-là, il y a un marteau et une enclume, et ceux qui sont entre le marteau et l'enclume, c'est les agriculteurs. Très clair. Bruno Sinotti, vous voulez réagir? Non, je voudrais m'étonner que deux sujets n'aient pas été évoqués dans nos échanges cet après-midi. On n'a pas fini. Non, mais leur approche. Ils sont directement liés aux questions de souveraineté, et c'est celle du sol. Comme beaucoup de gens ici le savent, il y a des achats massifs dans certaines régions de sols agricoles par des puissances étrangères. Peut-être que la vraie souveraineté alimentaire que souhaite notre pays, elle devrait passer par une maîtrise de la propriété du sol. Nous avons la chance d'être un pays qui a la souveraineté de son eau. Parce qu'il n'y a pratiquement aucune rivière ou fleuve utilisée en France qui naît sa source en France. La Garonne prend marginalement sa source en Espagne. Le Rhin, comme nous avons bénéficié des traités d'armistice et de ce qui a suivi, nous en utilisons une part qui est probablement supérieure à celle que nous devrions utiliser, mais pour le reste, nos rivières sont chez nous.
petit conflit quand même régulièrement avec la Confédération helvétique à propos de l'utilisation du Rhône. Et donc nous avons une souveraineté en ce qui concerne notre eau, ce qui n'est pas le cas, et vous savez probablement que les militaires, quand ils font de la géostratégie, savent que s'il doit y avoir un troisième conflit mondial, ce qui malheureusement pourrait arriver un jour, il sera directement lié à l'utilisation de l'eau, soit au Moyen-Orient avec le détournement ou la captation de l'eau à l'amont des grands fleuves qui traversent l'Irak, suivez Morgar, soit sur le versant nord de l'Himalaya où naissent la quasi-totalité des fleuves qui ensuite basculent du côté sud de l'Himalaya, suivez là encore mon regard. Donc il y a des vrais enjeux, on n'a déjà pas ces problèmes-là. En revanche, je trouve que nous sommes très négligents quant à la propriété de notre sol, et certains grands pays qui ont besoin de garantir leur sécurité alimentaire font d'une manière un peu inconsidérée et sans qu'il y ait trop d'obstacles, ni de la profession agricole française, ni des pouvoirs publics français, font un petit peu rapidement des achats de sol dans notre pays. Donc en matière de souveraineté, il y a du boulot. Et puis le deuxième aspect des choses, c'est la question de la sécurité alimentaire. À l'époque où nous disons qu'il faut essayer d'optimiser la production alimentaire pour assurer notre sécurité et éventuellement continuer à développer notre place sur les marchés internationaux des produits agricoles et transformés agroalimentaires, il y a deux sujets dont nous n'avons pas parlé. C'est actuellement la mobilisation d'une partie du foncier agricole pour des champs photovoltaïques, ce qui n'est à ma connaissance pas une production agricole, et d'autre part, la mobilisation, là non plus pas négligeable, d'une partie du foncier agricole pour de la production de biomasse en vue de la méthanisation, toutes surfaces qui du coup viennent en diminution de la surface agricole utilisée par la production alimentaire. Donc il y a un vrai sujet de ce côté-là. Je ne suis pas une experte de la réglementation, mais il me semble qu'il y a quand même des limitations à l'utilisation pure des surfaces agricoles pour des produits de méthanisation. Je ne sais pas si quelqu'un... Absolument pas. Vous pouvez demain, si vous le souhaitez, mettre en place des cultures à haut rendement en matière pour nourrir les méthaniseurs sans aucune difficulté, sans aucun changement de réglementation et parfois même en continuant à bénéficier des droits à paiement uniques qui sont attachés au sol. C'est pas la même chose sur le photovoltaïque, puisque le photovoltaïque nécessite une autorisation d'urbanisation qui en général est assez facile à obtenir, parce que pour un propriétaire de foncier agricole, la valorisation par le photovoltaïque dans bien des régions est malheureusement assez sensiblement supérieure à la valorisation agricole. Donc on a un vrai enjeu aussi de ce côté-là. Il y a des conflits d'usage du sol en fait. Une fois de plus, et les professionnels agricoles ne sont pas toujours très clean sur leur façon d'aborder les conflits d'usage du sol. Dans mes deux derniers postes où je me suis occupé d'agriculture, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin et directeur départemental des territoires des Yvelines, c'était moi qui étais obligé de demander à ce que dans les plans locaux d'urbanisme, on rende strictement non constructibles les parcelles classées en A, c'est-à-dire agricoles dans les plans locaux d'urbanisme, là où les professionnels agricoles avaient pour beaucoup d'entre eux l'espoir que de toute façon, un jour, ils pourraient les vendre en terrain à bâtir et que ce serait la meilleure façon d'améliorer sensiblement leur retraite. Donc il y a un vrai enjeu autour du sol, et je trouve que le sol, ce n'est pas uniquement un facteur de production, c'est un capital, c'est à la fois un capital productif et dont il faut prendre soin pour qu'il conserve ses capacités productives, mais c'est également un capital support de l'activité agricole, et tant qu'on n'aura pas une position un petit peu plus ferme sur la gestion du foncier agricole, on pourra avoir de grands et nobles discours, je ne les conteste absolument pas, sur la nécessité de notre autosuffisance alimentaire et de notre production alimentaire, on sera passé quand même à côté d'un enjeu qui n'est pas négligeable, et je souhaitais vraiment qu'on échange un tout petit peu cet après-midi là-dessus, parce que du point de vue du ministère de la Transition écologique, la préservation du capital agricole, c'est aussi la préservation d'une part de la biodiversité, celle qui est autour des zones agricoles, qu'elles soient des zones de culture ou des zones d'élevage, et ça, nous aussi, on y tient. Écoutez, merci. On est parti dans beaucoup de sujets qui sont tous passionnants et qui mériteraient presque chacun une conférence. Mais il leur tourne. Alors, il va falloir qu'on trouve une façon de conclure ces échanges. Alors, je vais commencer. Je vais vous demander à vous, Étienne Verrier, si vous aviez 3 chantiers prioritaires. Ah oui, je sais, c'est un piège. On avait prévu de parler de l'amélioration des races, etc. On ne va pas avoir le temps. Donc, voilà, si vous aviez 3 chantiers majeurs à mettre sur la table pour adapter notre agriculture à cette double nécessité de la souveraineté et de la préservation de l'environnement, de l'adaptation au climat, quelles seraient les 3 priorités que vous mettriez sur la table? Oui, je sais, c'est super dur, mais bon. Oui, c'est un petit peu délicat quand même. Moi, je pense repenser nos systèmes alimentaires, je l'ai dit. Ça veut dire quoi?
ça veut dire réfléchir aussi à notre mode de consommation. Nous sommes, on l'a dit, 2-3 millions de gens qui font appel à l'aide alimentaire, c'est insupportable, mais nous sommes quand même globalement dans une société d'abondance. Alors, on s'en réjouit, je rejoins ce qui a été dit précédemment sur le fait qu'on se nourrit pour le plaisir, hein, d'abord, et parce que nous sommes des êtres sociaux, et donc c'est des contacts sociaux, mais je pense qu'on peut aussi revisiter un peu notre mode de consommation, et notamment dans une perspective d'économie des ressources. Le sol, je suis absolument d'accord, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre sol, hein, des champs photovoltaïques ou des cultures pour mettre des carburants dans les avant de nos voitures? Est-ce qu'on veut des cultures que l'homme consomme directement ou des cultures que nous donnons à nos animaux, hein? Ça, c'est un vrai enjeu et à un moment, on ne va pas pouvoir le contourner. Et donc, je pense que dans nos systèmes alimentaires, je suis membre de la section 3, élevage de l'Académie d'agriculture, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut arrêter de manger des produits animaux, mais je pense qu'il faut aussi que nous revoyions l'intensité de notre consommation de produits animaux. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont des produits qui nous procurent du plaisir, qui sont conviviaux, mais si on revient sur le plan nutritif, on en mange beaucoup plus que ce que les recommandations OMS établissent. Donc, ou si vous voulez dire autrement, si on vise une planète à 10 milliards d'habitants, je ne suis pas sûr que le régime alimentaire des citoyens européens et américains soit durable à l'échelle de ces 10 milliards d'habitants. Et on ne peut pas dire aux pays en développement ou en émergents, etc., réduisez votre consommation de produits animaux, ne cherchez pas là où nous sommes, mais il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Alors ça c'est évident, c'est beaucoup de changements culturels, etc., mais je pense que c'est quand même une tendance, enfin, il ne faut pas s'épargner cette question-là. Hein. Et ensuite, donc, dans cette transition des régimes alimentaires, c'est quand on fait de l'élevage, puisque beaucoup d'élevage, c'est comment on le fait. Et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que le système alimentaire le plus vertueux, c'est pas le système vegan, bien évidemment, mais c'est un système où les animaux d'élevage consomment de la prairie pour les herbivores, et la prairie, c'est un piège à carbone extrêmement efficace, et les coproduits de toutes les cultures. C'est-à-dire que les cultures engendrent des temps, on a parlé des tourteaux, etc. S'il n'y a personne pour les recycler, et là on a des digesteurs si on veut, hein, mais donc le système alimentaire le plus vertueux en termes d'impact carbone, etc., c'est quand notre élevage valorise essentiellement la prairie pour les animaux qu'ils peuvent et les sous-produits des cultures. Ça veut dire aussi accepter d'avoir des aliments moins nobles, entre guillemets, ou en tout cas de baisser la proportion des aliments nobles dans les aliments de nos animaux d'élevage. C'est un peu ce vers quoi il faut aller. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blocage, mais c'est là aussi qu'il faut un accompagnement pour que cette transition, elle ne martyrise pas non plus les agriculteurs, enfin les éleveurs, moi je parle de ça, et je pense que c'est tout. Voilà, alors je n'ai pas dit dans les 3 chantiers, mais celui-là est super. Il y a 3 chantiers à l'intérieur de celui-là, très bien. Je vais poser la même question à vous, Jean-Robert Pitt. Selon vous, alors on va dire un chantier parce que 3, effectivement, c'était un peu difficile. Moi j'en ai 3. Ah, non, je pense qu'il faut continuer, effectivement, et je suis d'accord, même si j'ai peut-être caricaturé tout à l'heure avec ce qui a été dit par les 2 co-débatteurs, il faut continuer à rendre plus durable, plus propre notre agriculture, non seulement française, mais mondiale, c'est évident, mais pour ça, je pense qu'on ne peut pas se passer de progrès techniques, il faut continuer la recherche et la faire de façon intelligente, et il faut sans doute diminuer les intrants, en particulier les intrants soit rares comme l'eau, soit dangereux comme certains pesticides, mais sans diminuer la quantité. Nous devons absolument maintenir une quantité de production agricole dont le monde a besoin. Klatzmann, dont j'ai vu le nom ici, a écrit Nourrir 10 milliards d'hommes. J'étais étudiant, c'était dans les années 60, et il disait c'est possible. Mais pour ça, il faut de la technique intelligemment utilisée. Deuxième réforme, il faut
éduquer le consommateur, ce qui n'est pas fait ni à l'école ni nulle part. Il n'y a pas d'éducation du consommateur à une nourriture intelligente, qui effectivement soit bonne pour sa santé, qui n'entraîne pas l'obésité, qui soit une nourriture de saison sans négliger pour autant les importations de produits qu'on ne peut pas produire chez nous. Ça veut dire repenser un peu aussi tout le système de consommation, et ça a des répercussions sur l'agriculture. Troisième point, qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à maintenant, effectivement, il y a du photovoltaïque, mais en général, c'est en pleine ou près des zones habitées pour transporter l'électricité, et en attendant, on a toute une partie de la France qui retourne à la friche, pas seulement de la France, de l'Europe et du monde, et je trouve que nous sommes dans un pays où on a totalement négligé, depuis la Seconde Guerre mondiale, avant on n'en parlait pas, l'aménagement du territoire rural. La DATAR ne s'est occupée que d'urbain, que de métropole, que de liens rapides entre les métropoles. Il n'y a jamais eu d'organisme d'aménagement rural en France, il n'y a jamais eu de ministre du développement de l'aménagement rural en France. Je trouve ça absolument catastrophique. On parlait tout à l'heure de cochons. Et j'ai le droit de parler du cochon. On parlait du cochon. Pourquoi est-ce que des régions comme le Béarn ou le Pays Basque, comme une partie de l'Espagne, l'Extrémadure, comme une partie de la Pénin italien s'en tirent très très bien en faisant de l'élevage porcin en semi-liberté, et pourquoi les Corses qui pourraient élever des centaines de milliers de porcs en semi-liberté achètent leur charcuterie en Italie pour l'été parce qu'ils n'en produisent pas assez pour les touristes. Je trouve que nos moyennes montagnes sont des zones idéales pour l'élevage, alors soit bovin ou autre chose sur l'herbe. Je suis bien d'accord que c'est un piège à carbone formidable, mais qu'on pourrait aussi faire de l'élevage porcin en semi-liberté avec des produits peut-être un peu plus chers, mais absolument magnifiques sur le plan gastronomique. Et donc, il ne faut pas s'interdire la charcuterie. Vous savez que le gras rend intelligent puisque notre cerveau est fait de gras. Donc mangeons du cochon, du bon cochon. Bon, très bien, du bon cochon. Je vous laisse conclure. J'en ai au moins deux. La première, c'est qu'il s'agit d'optimiser la production agricole et de cesser de la maximiser, ou de cesser de vouloir en maximiser le revenu, parce que le revenu, il est très facile de le maximiser en créant de la dette pour le futur, soit de la dette financière, soit de la dette en détruisant du capital, et c'est à ça que je pensais tout à l'heure en disant qu'il faut vraiment gérer le sol comme un capital et non pas comme une ressource minière. À condition qu'on vise bien d'optimiser en quantité et en qualité, et je pense qu'effectivement on ne pense pas assez qualité gustative, on pense trop souvent uniquement qualité nutritionnelle. Ou sanitaire. Dans le nutritionnel, j'entends le sanitaire aussi, pardonnez-moi, mais oui, vous avez raison d'insister, nutritionnel, nourrir sans dégrader la santé des gens, et nourrir dans la mesure du possible avec des choses qui leur apportent un degré supplémentaire dans la célèbre pyramide de Maslow. Le deuxième vœu du génie de la lampe, on n'en a pas beaucoup parlé. La profession agricole en France s'est développée, c'est bien démontré dans le 4e tome de l'histoire de... Alors c'est quoi? C'est l'histoire de la France rurale, ou l'histoire de... Oui, enfin dans les 4 tomes de l'histoire de Dully. La profession agricole a remarquablement vécu la deuxième partie du XXe siècle grâce à des mécanismes de solidarité. Je dirais même, j'oserais ce mot qui paraît-il est dans la devise républicaine, même si on le voit rarement illustré, de fraternité. Et malheureusement, l'évolution agro-industrielle de l'agriculture en France a amené à casser progressivement les mécanismes de solidarité. Les coopératives se sont effondrées. Le principe « un homme, une voix » a été bafoué dans un tas d'endroits. Qui oserait prétendre encore maintenant que le Crédit Agricole est mutuel dans son fonctionnement? Qui oserait prétendre que Groupama est une assurance mutuelle dans son fonctionnement? Qui même oserait prétendre que la mutualité sociale agricole ou les SAFER fonctionnent vraiment au bénéfice de l'ensemble des professionnels agricoles? Donc je pense que on en a peu parlé. Il y a aussi toute la question de la gestion du social en agriculture. On a laissé partir énormément de gens de la production agricole. Les chiffres, je crois, c'est 2,4 millions 400 000 exploitants agricoles en 1970 au RGA. Il en reste un petit 300 000 maintenant.
Et donc il y a des mutations sociales monstrueuses, mais ces mutations sociales, elles continuent à laisser les gens sur le carreau, pendant que d'autres brandissent des arguments syndicaux en mettant les pauvres devant et en continuant à s'enrichir derrière. Donc il y a une vraie question de solidarité, de fraternité au sein du monde agricole, auquel on n'est pas du tout assez attentif de ce point de vue-là. Et puis je suis quand même, après avoir commencé ma carrière au ministère de l'Agriculture, je suis quand même maintenant au ministère de l'Environnement. Je pense que tout ça doit se faire avec le minimum d'impact sur l'environnement, parce qu'on ne peut pas produire du vin de Bordeaux sans se préoccuper de savoir si à l'arrivée le consommateur, au cas où il le chercherait, ne trouverait pas un tas de substances qui ne devraient pas y être. On ne peut pas continuer à utiliser l'eau en la prenant propre et en la rendant sale, ce qui fait que quand les ARS se mettent à chercher un petit peu plus que les molécules d'origine et qu'elles cherchent aussi les métabolites, on trouve des métabolites partout. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qu'on vient de découvrir là encore récemment à propos de certains produits agricoles, parce qu'on ne cherchait pas les bonnes molécules, parce qu'on oubliait que les molécules sont métabolisées dans les milieux et qu'on cherchait que la molécule initiale en oubliant de chercher les métabolites. Donc je pense vraiment que si l'agriculture veut avoir un avenir, et je suis persuadé qu'elle peut en avoir un, elle ne peut pas le faire au détriment de l'environnement. Si ce n'est pas l'environnement qui se venge, l'environnement c'est personne, ce sera peut-être un jour les consommateurs qui délaisseront les produits agricoles au motif qu'on n'aura pas nourri la planète, mais pourri la planète. Merci à tous. Je vais tenter une brève conclusion un peu acrobatique. Donc, si on veut parvenir à un changement efficace de nos systèmes agricoles, il faut d'abord envisager les changements culturels de nos systèmes alimentaires, avec beaucoup d'éducation des consommateurs pour savoir ce qu'ils consomment, d'où ça vient, ce que ça a comme effet. Il faut ensuite envisager des progrès pour continuer à produire avec moins d'intrants, moins d'impact, un peu plus de technologie, en dosant chacun de ces éléments, corrigez-moi si je me trompe. Ensuite, optimiser nos systèmes agricoles plutôt que de les maximiser en ayant une gestion en bon père de famille et du sol, et de l'eau, et de nos ressources diverses et variées, et j'entends aussi les ressources humaines, voilà. Et enfin, remettre dans l'agriculture des mécanismes fondamentaux de solidarité avec une gestion sociale du monde agricole, et j'ajouterais, c'est un point personnel, en sachant aussi accueillir les nouveaux entrants du monde agricole, parce qu'il y a une révolution qui est à l'œuvre et qui est une révolution démographique et sociologique de l'agriculture. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je voudrais réagir très rapidement en allant dans le sens de ce qu'a dit M. Sinetti. Je pense qu'il y a un élément qui aurait dû peut-être aurait pu être l'objet d'une discussion plus approfondie. C'est toute cette évolution mondiale que nous observons aujourd'hui concernant les accaparements des terres, ce qu'on appelle en anglais le land grabbing, et qui fait en sorte que la terre, les richesses naturelles, mais aussi la nourriture, sont devenues de plus en plus un enjeu financier. C'est le capital financier, dans sa plus importante expression, qui agit dans ces sens-là. Et juste pour terminer, vous avez posé la question est-ce qu'on a la capacité de choisir sa dépendance? Mais qui peut avoir dans ce monde actuel la possibilité, je ne dis pas la capacité, la possibilité de choisir sa dépendance? Voilà, merci. Merci. Michel? Je pense que le foncier a toujours été un enjeu financier, depuis la nuit des temps. Absolument. Toujours accaparer ou voler ou acheter des terres comme un capital pour le faire produire. C'est pas une nouveauté. Et puis par ailleurs, pardon de reprendre encore un exemple viticole, le fait qu'il y ait des investisseurs étrangers qui achètent des châteaux à Bordeaux, les gens lèvent les bras au ciel, ils n'emmènent pas ni le château ni la terre, ils produisent et puis ils vendent. Et ça s'est toujours produit. Les chartrons à Bordeaux, c'était les Anglais ou c'était les Irlandais, ils ont acheté les terres qui étaient en friche totalement. Le Médoc était en friche. C'est eux qui ont imaginé de créer un des plus beaux vignobles du monde. Donc parfois les investissements étrangers, c'est très 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 bien. Oui, mais aujourd'hui, cet aspect financier est achevé pour ce qui concerne la terre, la nourriture et aussi pour ce qui concerne les ressources naturelles comme l'eau ou l'accès aux ressources matérielles. Tout est devenu effectivement
faisant partie d'un échange qui est sans doute financier. Merci. Oui, alors Michel Ron, je suis secrétaire de la section production végétale, donc j'ai pas mal d'agronomes autour de moi, je suis moi-même, et je suis scientifique et donc je doute beaucoup. Et je trouve que vous avez eu des discours un peu beaucoup péremptoires sur des domaines où vous n'êtes pas forcément complètement... voilà. Après, c'est le jeu, hein, j'entends bien. Moi je suis en train de finir le bouquin de Bertrand Hervieux et François Purseigle, que je trouve absolument remarquable, étant moi-même fils d'agriculteur dans de la polyculture élevage. Voilà. Et quand on lit ce magnifique bouquin qu'ils viennent d'assembler, Une agriculture sans agriculteurs, on se rend compte que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. Et que vous venez de parler, d'échanger sur en fait, le rachat en fait, par les étrangers, mais il y a d'abord le capitalisme français. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de régions dans le sud-ouest, dans la Bretagne, où il n'y a plus d'agriculture familiale. D'accord ? En fait, on est en train d'avoir un système d'entreprise, en fait, qui ne va pas beaucoup se préoccuper, on va dire, de quel type d'agriculture. C'est la plus rentable. C'est forcément celle qui fait le plus de marge. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement prudent, et que ce soit sur les pesticides, puisque c'est comme ça que je les appelais, c'est pas parce qu'il y a des métabolites dans l'eau qu'ils sont forcément mauvais. D'accord ? Donc, pour ce qui est de la dernière histoire, je suis très partagé. Je suis d'accord que le ministre n'a pas à s'occuper de ce que dit l'ANSES. C'est une structure indépendante. Ceci étant, c'est pas parce qu'on déplace le microgramme que c'est forcément dangereux. Il y a des quantités d'alcaloïdes qui sont produits dans la nature et qui passent dans l'eau, hein, et puis on ne les mesure pas. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit très attentif à ce qu'on dit et regarder ce qui est la réalité. Il ne faut pas partir au quart de tour surtout. Donc effectivement, moi je suis extrêmement prudent tout en étant compétent sur... Je suis pathologiste végétal, donc les maladies des plantes, c'est quelque chose que je connais particulièrement bien. Et donc, je pense que zéro pesticide, puisqu'on est dans un groupe controverse sur ce sujet-là, à 2050, c'est presque une illusion si on veut continuer, alors sans parler de souveraineté alimentaire, hein, donc produire localement, etc. On l'a bien vu avec ce qu'a dit André ce matin, c'est-à-dire que dès qu'on a un problème, bon, c'était en 1700, mais ça peut être très bien demain. Hein, l'an dernier, il n'y avait plus d'huile, il n'y avait plus de machin, etc. Moi, j'ai 70 ans, je n'avais jamais vu ça avant. Donc effectivement, il faut être extrêmement prudent et faire attention en fait à ces affirmations. Ça me gêne. Voilà. Donc, moi, je doute tout le temps, je me questionne tout le temps, et même sur des choses pour lesquelles j'ai des connaissances que je pense assez fortes. Merci. Quelqu'un veut réagir? Non? Je crois. Vous avez tout à fait raison, il faut être prudent, et il faut que tout le monde soit prudent. Je vais vous prendre 3 petits exemples. Directeur départemental d'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin, j'ai eu à gérer de façon temporaire la direction régionale, et le monde agricole entier était absolument paniqué par la présence de la chrysomèle du maïs. Cet insecte, qui est effectivement un ravageur du maïs, il est extrêmement facile de le gérer sans aucun pesticide, sans aucun insecticide. Il suffit de faire des rotations de culture. Et en plus, les rotations de culture auraient été favorables au grand hamster d'Alsace, pour laquelle la France était en plein contentieux. Je n'ai obtenu aucun résultat. Il était totalement exclu, parce que c'était très rentable et que la nappe d'Alsace était là et qu'elle offrait une ressource en loi à volonté. Il était totalement exclu de remettre en cause le système maïs sur maïs sur maïs sur maïs, quelque épuisant qu'il puisse être pour les sols et quelque nécessaire qu'il rende l'apport de tout un tas d'intrants, engrais bien sûr, puisqu'il épuisait toujours les mêmes types de nutriments, et insecticides, parce que ce mode de fonctionnement rendait d'autant plus facile l'installation de la chrysomèle. Deuxième exemple, j'ai eu un épisode extrêmement douloureux en tant que directeur départemental des territoires des Yvelines, puisque sur ordre du préfet demandé par la profession agricole, j'ai dû supprimer les cours d'eau sur les cartes.
Il se trouve que peu de temps après, je suis passé à l'inspection de l'environnement et que là, j'ai eu à faire la mission pour essayer de comprendre au nom de quoi on se permettait de supprimer les cours d'eau sur les cartes. Et la réalité a été cruelle pour le monde agricole. Les professionnels agricoles demandaient partout de supprimer les cours d'eau pour pouvoir épandre jusqu'au dernier mètre du champ des pesticides qui normalement devaient être répandus pour certains d'entre eux au minimum à 5 mètres d'un cours d'eau, mais pour certains d'entre eux, c'est dans les AMM, les autorisations de mise en marché, à plus de 100 mètres. Donc si vous supprimez le cours d'eau, il n'y a plus de problème. C'est une façon d'aborder les choses qui est tout sauf prudente. Donc à force d'accumuler ce genre de situation, j'ai fini par m'agacer. Et le dernier exemple, à propos de la solidarité, puisque je me suis permis un petit dégagement là-dessus, j'ai travaillé sur les organismes uniques de gestion collective. Il y a un certain nombre d'organismes en France qui sont là pour gérer les autorisations collectives d'irrigation et donc normalement gérer le volume. Et les professionnels agricoles dans certains de ces organismes m'ont dit « Ah mais de toute façon, nous on a une autorisation du préfet pour prélever tant de bécules et c'est pas nous qui allons faire la police entre nous, donc vous avez qu'à envoyer vos agents en tenue avec leurs armes dans chacune des installations agricoles. » Je pense que c'est pas une façon d'aborder les choses. C'est une posture, c'est de la politique, c'est du mauvais syndicalisme. Mais c'est pas comme ça qu'on va pour le futur pouvoir gérer la ressource en eau. Après, en ce qui concerne les métabolites, puisque vous êtes revenu plus spécialement là-dessus, moi, je ne sais pas ce que vous avez envie de boire comme eau du robinet, mais moi, ça ne me satisfait pas de savoir que quand j'ouvre mon robinet, je suis susceptible de boire tout un tas de molécules dont jamais personne n'a étudié sérieusement l'effet individuel et encore moins l'effet cocktail sur ma santé. Et s'il y a des prévalences de cancer très nettement marquées dans certaines régions agricoles et dans la mutualité sociale agricole, il n'aime pas trop qu'on parle, c'est quand même bien qu'il y ait un lien entre ces molécules et la santé humaine. Donc il faudrait qu'on arrête de dire qu'on a absolument besoin de les utiliser et que surtout il ne faut pas se poser de questions, que l'essentiel c'est de produire et de produire et de produire, alors qu'on met en jeu de la santé humaine. Alors, nourrir les gens pour les laisser mourir d'autres choses ou accélérer leur décès, ça c'est pas de la prudence. Donc c'est pour ça que je me permets sur certains sujets de tenir des discours péremptoires. Pour le reste, j'ai eu le tort de commettre une thèse de doctorat en sciences il y a quelques années. J'ai aussi appris la prudence et la rigueur. Donc je vous prie de bien vouloir m'en laisser le bénéfice. Juste une question courte qui est surtout une question naïve, mais je pense que vous allez m'éclairer. Vous avez beaucoup parlé des adaptations nécessaires de cette agriculture, vous avez parlé d'un effet qualité, vous avez parlé d'une redistribution territoriale de certaines productions, vous avez parlé restructuration des exploitations de manière à les diversifier, de manière à les parcelliser, je ne sais. Oui, et tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Le problème que je me pose, c'est le coût de ces opérations. Qui va payer ces restructurations, ces effets qualité? De quelle manière les agriculteurs vont se retrouver en bonne position par rapport à une concurrence internationale qui propose des produits équivalents qui sont déjà beaucoup moins chers? Comment ça va fonctionner tout ça? Qui va payer? L'État? Les consommateurs? Les producteurs? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'il y a 30-40 ans, les Français consacraient à peu près 25% de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on est à 12%. Donc, il y a eu un clivage important dans l'allocation des dépenses. Est-ce que les consommateurs sont prêts à mettre plus cher? Ou est-ce que les producteurs pourront résister avec des coûts plus importants? C'est une question que je me pose. Peut-être qu'elle est un peu hors sujet, mais j'aurais voulu avoir votre sentiment là-dessus. Pas une question. Tout à fait en plein dans le sujet. Ça fait partie de la difficulté à évoluer, très clairement. On parlait d'éducation des consommateurs, des citoyens, etc. Sans doute, il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas comprendre, non plus les prendre pour plus imbéciles qu'ils sont, mais il y a très clairement de l'information et de l'éducation. Après, qui est chargé de ça? Il y a des institutions publiques pour ça. Oui, non, mais si, quand même. Il y a des institutions publiques. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, à ma toute petite échelle, j'essaie de participer à des débats citoyens. C'est une micro-goutte, mais ça fait partie de notre devoir. Mais donc, il y a cette composante-là. Et il y a aussi que chacun se sente concerné en disant, il y a des changements structurels qui nous échappent. Et ça coûte très cher. Et ça, je parlais de politique d'accompagnement volontaire.
dire, l'État français, il y a eu des politiques d'accompagnement qui ont coûté énormément dans le budget du ministère de l'Agriculture quand il s'est agi de remembrement. Quand il s'est agi, moi dans mon secteur tout particulier à la fin des années 60, d'organiser, de structurer tout le monde de la sélection animale, qui était un véritable cafarnaum à l'époque. Donc là, il n'y a pas eu d'hésitation à mettre des moyens. Donc, alors, on sait que les moyens publics sont suffisants, qu'ils vont plutôt des crescendo, mais il y aura forcément, si on veut aller dans ce sens-là, il y aura forcément de l'investissement public. La question c'est, est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on ne veut pas le faire, hein? Et ensuite, oui, les consommateurs, bon, ben, chacun peut réfléchir à sa manière de consommer et au budget qu'il y consacre. Oui, sans doute le téléphone portable et autres engins de communication, aujourd'hui ça pèse plus lourd dans le foyer des ménages. Donc, mais avec la limite aussi, on rappelle que bon, il y a 2-3 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire, la pauvreté s'accroît. Donc là encore, on a un problème de répartition des richesses. Et effectivement, tous les citoyens que nous sommes ne peuvent pas avoir accès à certaines gammes de produits de qualité qui coûtent plus cher et dont on peut appeler le développement. C'est évident. Donc, oui, c'est très complexe. Hein. Merci beaucoup. Il m'appartient de donner quelques mots de conclusion au nom de l'Académie, au nom de la HAM. Nous remercions bien sûr les partenaires de l'IGEDD qui sont exprimés ce matin. Merci surtout aux intervenants, en un jour un peu délicat de grève. Nous avons beaucoup travaillé à préparer cette journée sur la sécurité alimentaire. On voulait l'appeler souveraineté alimentaire, finalement on a trouvé le bon biais pour passer de la sécurité à la souveraineté alimentaire. Alors nous avons eu quelques petits problèmes de logistique, vous ne l'avez pas remarqué, mais bon, nos internautes ont mal capté un peu nos messages, donc grâce à Christine Ledoux ici, nous allons tout reprendre, chaque intervention, chaque présentation pour les remettre en ligne. On va informer les gens qui n'ont pas pu bien nous suivre. Malgré tout, Christine me disait qu'à 3h30, il y avait déjà 110 personnes qui, depuis ce matin, avaient reconsulté les présentations de ce matin, donc ce qui est pas mal. Merci également à l'IGEDD, puisque tout ceci va faire partie d'un numéro, d'un extrait d'un numéro pour mémoire, la revue pour mémoire, et de manière digitale et de manière peut-être un peu papier au moins pour les intervenants. Donc grand merci, puisque ça laisse des traces, ce genre de journée. Alors là, à l'HAM, nous travaillons sur en général 2 journées par année. Une, comme ici, sur un thème un peu technique, historique mais d'actualité, et puis une autre sur un aspect d'un grand personnage. Et donc je vous donne rendez-vous le 13 décembre, puisque nous allons parler d'un de nos confrères qui s'appelait Xavier Bernard. En fait, cette année, son 150e anniversaire, un agriculteur, un passionné de la formation agricole et rurale, formation en France, mais également formation à l'étranger. Il avait beaucoup voyagé. Quand on regarde un peu son travail, c'est Nadine Didier qui est sur ce secteur-là. Un grand personnage qui a été voir ce qui se faisait ailleurs et comment transmettre un peu les formations, et notamment au Maroc avec l'IOTET. Vous allez voir, il y aura beaucoup de choses à vous dire le 13 décembre. Et puis alors, comme ça a été un peu le débat, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais comme c'est un peu notre devise ici, c'est-à-dire agriculture, alimentation, environnement, et surtout réfléchir, expliquer et éclairer, je pense que nous avons encore quelques journées à faire ensemble pour travailler un petit peu sur l'agriculture du futur et l'agriculture de qualité, puisque le consommateur attend beaucoup pour être informé. Merci beaucoup à tous.